Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour. Incontestablement, la Turquie a réussi son pari d'intégrer le club des grands décideurs, au moins des grands États influents de ce monde. Depuis l'arrivée de l'AKP, avec une économie dynamique et une politique étrangère très audacieuse et offensive, la Turquie est, ou était, devenue le modèle à suivre pour beaucoup. À l'intérieur, le pouvoir des islamistes, appelés modérés avant les manifestations de Gezi et depuis devenu islamo-conservateur, ce pouvoir islamiste a réussi à écarter l'armée toute puissante du jeu politique et à minimiser d'une manière générale le poids des kémalistes dans le pays. Mais la vie n'est pas sans malheur et cette vérité s'applique aussi à Recep Tayyip Erdogan qui a cru que le monde arabe était définitivement dans la poche et qu'il avait grâce aux urnes le peuple turc et sa jeunesse à sa botte. Mais un certain Bachar al-Assad ici, un général égyptien là, et puis une jeunesse sur la place Taksim ont montré que le charismatique Erdogan avait ses limites. On commence à comprendre en Europe aussi que les réformes promises par la Turquie n'aboutiront peut-être jamais et les tentatives de réconciliation avec les Arméniens ou les Kurdes ne sont que des initiatives de séduction sans lendemain. Nous allons parler dans ce quart sur table aujourd'hui de la Turquie avec deux journalistes, Laure Marchand du Figaro et Guillaume Perrier du Monde, tous deux correspondants depuis au moins 8 ans en Turquie. Bonjour et merci d'être avec nous à EPFM aujourd'hui. Je rappelle nos auditeurs, puisque nous en avons parlé longuement au mois de mars, à la sortie de votre livre « La Turquie et le fantôme arménien », un livre paru chez Actes Sud, et qui parle justement de cette complication à comprendre en Turquie même et par les Turcs même de ce phénomène arménien, de ce passé arménien, et de nous faire découvrir que, en réalité, sur le terrain de la Turquie, de ce vaste territoire turc, qu'il y a encore des Arméniens ici et là, qui aujourd'hui encore, ou de plus en plus, parlent de leur identité. Alors nous allons commencer avec votre livre, et surtout par cette initiative de votre part, d'un seul coup, parler de ce fantôme arménien en Turquie. Alors, ma première question, c'est de savoir, depuis la sortie de ce livre, quel est le regard des Turcs par rapport à ce que vous avez pu dire d'eux-mêmes concernant la problématique arménienne? Difficile d'y répondre parce que d'abord les Turcs n'ont pas eu accès encore au livre puisqu'il est sorti en français pour l'instant. Il est en cours de traduction en turc, donc il va paraître en Turquie en début d'année prochaine. Il aura sans doute une audience beaucoup plus importante à partir de ce moment-là. Pour l'instant, en Turquie, il n'y a que le journal Agos qui ait fait un article sur ce livre, quelques sites internet à droite à gauche, mais pour l'instant, les Turcs n'ont pas encore été informés de la publication de ce livre, mais je pense que ça suscitera un intérêt comme ça l'a été dans la communauté arménienne en France. Alors justement, Laure Marchand, vous êtes en train, dans ce livre-là, vous êtes en train de parler d'une identité qui était très longtemps cachée, en tout cas la Turquie. Vous êtes en train de toucher le point sensible, c'est-à-dire c'est une nation, une terre, alors que dans votre livre, que vous le vouliez ou pas, vous êtes en train de soulever une problématique majeure pour la Turquie, c'est que c'est pas un peuple uni. D'ailleurs, on en parlera aujourd'hui avec les Kurdes, les Alévis, les Arméniens. Donc c'est pas un peuple uni. Et vous êtes en train de dire, il y a plein d'Arméniens, des centaines de milliers, voire peut-être 2 millions, on parlera peut-être de chiffres, qui sont là et qui ne sont pas en réalité des Turcs. Ce sont des Arméniens cachés, islamisés, turquifiés. C'est dangereux de parler de ça en Turquie aujourd'hui. Non, ça n'est plus dangereux. Aujourd'hui, la parole se libère. Elle n'est pas forcément toujours simple, mais c'est effectivement une réalité qu'on a longtemps ignorée après la Première Guerre mondiale. De nombreux Arméniens qui avaient échappé au massacre grâce aux conversions sont restés convertis parce qu'il y avait toujours une hostilité en fait de ce nouvel État, de la République laïque fondée par Kemal Atatürk, qui était hostile
aux Arméniens, mais pas seulement, aux autres minorités en général. Et donc finalement, ces Arméniens sont restés avec cette nouvelle religion musulmane. Ils ne pensaient probablement pas rester musulmans, ils pensaient que ça serait une conversion passagère, parce que de nombreux Arméniens qui sont partis en diaspora se sont convertis momentanément pendant la Première Guerre mondiale pour échapper au massacre, et puis dès qu'ils sont partis, cette conversion passagère n'était que du passé. Ils ont pu reprendre leur vraie identité. On a vu la même chose avec les massacres d'Abdulhamid à la fin du 19e siècle. Et donc, mais pour les Arméniens qui sont restés, bien sûr, ça a été plus compliqué. Ceux qui sont restés en Anatolie, souvent dans un contexte difficile politiquement parce que l'État était hostile aux minorités. Et puis localement, il y avait il est difficile de faire des généralités parce que selon l'endroit, le village, ce sont vraiment des réalités locales qu'il faut regarder. Il y avait des contextes qui étaient très hostiles aux populations, et donc dans ces cas-là, vraiment, l'identité arménienne était gommée le plus possible. Et puis dans d'autres cas, l'environnement était beaucoup plus favorable. Donc là, il n'était pas nécessaire de le cacher autant. Et ça, c'est quelque chose qui ressort aujourd'hui. Alors vous avez rencontré ces Arméniens cachés, islamisés, turquifiés. Quel est selon vous leur ressenti? Est-ce qu'ils sont finalement devenus turcs avec le temps, et que quelque part cette identité est dans leur inconscient, ils en savent quelque chose, mais quoi finalement, parce qu'ils ont été coupés de l'histoire, de la langue, de toute relation avec les Arméniens? On a tous les cas de figure, et chaque cas est individuel et unique, évidemment. Le degré d'arménité présent chez ces personnes est variable, bien sûr. Certains se sentent entièrement arméniens, comme si il ne s'était rien passé pendant un siècle. Pour d'autres, évidemment, c'est une identité beaucoup plus lointaine et beaucoup plus enfouie. Donc, comme vous le dites, refoulée, inconsciente, évidemment, toutes les attitudes sont visibles. Et il y a encore des gens qui ont honte, qui ont peur, bien sûr. De réclamer cette identité arménienne. Bien entendu, et encore des milliers, probablement des dizaines de milliers, refusent de formuler pour eux-mêmes le fait qu'ils puissent avoir des ancêtres arméniens. Alors, est-il vrai, Laure Marchand, qu'en Turquie, le fait de dire t'es arménien, c'est une insulte? Donc ces gens-là, ils refusent de voir leur identité arménienne réapparaître, parce que dans leur esprit, être arménien, c'est déjà quelque chose d'inacceptable. C'est une insulte, on le dit souvent. Oui, effectivement, être traité d'arménien est une insulte. Il n'y a pas besoin de rajouter un épithète ou un attribut. Le terme arménien souvent suffit. Mais ça, c'est au niveau général. Mais effectivement, il y a une évolution. Mais on comprend qu'avec cette perception de l'arménien dans l'espace public, il est très difficile pour quelqu'un de reconnaître des origines arméniennes. Et comme disait Guillaume, pour une partie de ces Arméniens convertis, il y a eu une assimilation. Ce ne sont plus des Arméniens ni religieusement ni ethniquement, parce qu'ils ne se reconnaissent plus en tant qu'Arméniens. Donc à partir du moment où on ne se considère plus comme appartenant à telle ou telle ethnie, culture, etc. On ne fait plus partie de cette communauté. Mais comme disait Guillaume, vraiment tous les cas de figure sont possibles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent et musulmans et arméniens, et qui revendiquent vraiment les deux, ce qui, avant le génocide, était quelque chose de totalement impensable, parce que la religion était totalement liée à l'identité arménienne. Mais vraiment, aujourd'hui, on en croit souvent. C'est plutôt des Arméniens à Lévis ou des Arméniens musulmans. Qui disent, moi je suis et musulman et arménien, et tiennent à cette identité arménienne. Alors c'est vrai que cela fait débat, parce que finalement, arménien avant le christianisme n'était pas, donc c'était un cas de figure acceptable, n'est pas être chrétien, je veux dire aujourd'hui. Mais la question c'est, étant donné que ceux qui nous ont massacrés étaient musulmans, dans l'esprit des Arméniens, c'est peut-être ça qui gêne aussi les autres Arméniens chrétiens, qu'ils soient croyants ou pas, mais chrétiens d'une manière générale. Ils se disent comment ceux qui nous ont massacrés, on pourrait épouser leur religion. Ça
Ça renvoie aussi à la définition des minorités sous l'Empire ottoman, où chaque minorité finalement aussi se définissait par rapport à sa religion. Donc effectivement, il y a tout un contexte historique. Alors, quand vous rencontrez des hommes politiques, est-ce que vous voyez parmi eux des gens qui se disent, comme Turgut Özal, à un moment donné, il allait reconnaître le génocide, mais on lui a dit surtout pas, etc., durant une visite aux États-Unis, dans les années 80. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des politiques qui disent, finalement, on va y aller, on va reconnaître ça, ou on va s'excuser, ou est-ce que c'est vraiment un tabou, même en cercle fermé? Guillaume Perrier. Question difficile. Je pense qu'en privé, certains le reconnaissent volontiers. Et de là à tirer des plans sur la comète sur ce que pourrait être la position de l'État turc dans l'avenir, personne ne peut vraiment le prédire. Ça dépend de beaucoup de choses, d'un contexte politique interne, d'une situation aussi sur le plan international. Donc personne ne peut savoir exactement comment va évoluer l'État turc dans les années qui viennent. Maintenant, au niveau individuel, oui, je suis persuadé qu'un certain nombre d'élus, de députés, de dirigeants politiques reconnaissent volontiers le fait historique. Alors, est-ce que le discours, quand on dit que la société turque va pouvoir intégrer l'Europe un jour si elle reconnaît le génocide arménien, parce que c'est le passage obligatoire vers la démocratisation réelle, la libéralisation de la société civile, de la parole, est-ce que vous pensez que le génocide arménien peut avoir un impact retentissant sur les mentalités de la Turquie, pas seulement vis-à-vis de la question arménienne, mais sur justement la liberté de pensée et d'expression? Bien sûr, c'est tout le propos de notre livre, c'est que bien sûr la question du génocide et de sa mémoire est un verrou. Un verrou pour les consciences en Turquie, un verrou pour la démocratisation du pays, et que donc franchir cet obstacle permettrait évidemment d'ouvrir un certain nombre de perspectives positives pour ce pays. Alors, souvent on parle de spoliation, on parle pas assez, mais il y a ce phénomène de spoliation, vous l'évoquez, et d'ailleurs vous parlez du palais présidentiel qui appartenait à un Arménien qui a été spolié. C'est quand même extraordinaire de l'apprendre grâce à vous. Dans les esprits, justement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Taner Akçam, souvent il parle, par exemple, du fait que l'idée de reconnaître le génocide, c'est de se sentir ou de se reconnaître comme étant petits-enfants de criminels. C'est ça qui fait un peu alors c'est vrai que peur aux Turcs. C'est vrai qu'il est difficile, il est difficile de faire cette démarche et d'assumer, effectivement, d'assumer un crime. C'est jamais une démarche qui est aisée. Après, Taner Akçam, effectivement, lui a d'abord évoqué la question des spoliations pour expliquer cette impossibilité de reconnaître le caractère génocidaire ou même les massacres de 1915. Et puis ça, effectivement, c'est une hypothèse qu'il a gardée. Hein. Mais ce qu'il explique, ce qui est très intéressant dans la préface de notre livre, c'est qu'il a dit bon, moi je suis partie de cette hypothèse et je me suis dit que ça ne suffisait pas pour expliquer vraiment cette réticence, cette impossibilité de l'État à reconnaître le crime. Et dans sa réflexion, il pense aujourd'hui qu'en fait que la Turquie, cet État qui a été créé en 1923, s'est fondé notamment sur la disparition de certaines populations qui habitaient sur ces terres, comme les Arméniens ou comme les Grecs, comme les chrétiens, donc qui représentaient un tiers de la population ottomane, et que aujourd'hui l'identité turque, qui est finalement assez nouvelle, se définit par l'absence d'autres peuples qui sont les chrétiens, et que c'est donc très très difficile de reconnaître que son état, que son identité est basée, est fondée sur cette absence. C'est totalement abyssal pour ces questions d'identité. Et pourtant, le ministre de la Défense de la Turquie, il y a 3 ou 4 ans, dans une soirée privée au consulat, à l'ambassade de Turquie en Belgique, aurait reconnu, et ça n'a jamais été démenti, que grâce au génocide arménien, nous avons pu bâtir ce beau pays, cette belle république turque. Donc, ça veut dire qu'ils en sont conscients. Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a une
une connaissance quand même minimale des faits et donc des réalités de la construction de l'État turc. On sait très bien que c'est un pays qui s'est fondé sur, on dit toujours sur les cendres de l'Empire ottoman, mais dans les cendres, il y avait bien d'autres choses aussi. Évidemment, la richesse du pays à l'époque vient en grande partie des spoliations, des populations qui ont disparu de ces terres. Donc ça, c'est une réalité pour l'économie du pays. Alors on dit encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont fouiller dans les anciennes maisons arméniennes ou dans des cimetières, toujours à la recherche de l'or arménien. C'est vrai que ça fait rire ici, mais ça montre qu'il y a toujours une continuité quand même dans cette réflexion que les Arméniens, on va leur prendre. Ils sont plus là, mais on va leur prendre quand même quelque chose. Tout à fait, c'est quelque chose qui existe dans l'ensemble du pays. Quand un étranger arrive dans une zone où qui était habitée par des Arméniens, la population pense souvent qu'il est arménien et on lui demande où sont ses cartes en fait. C'est vrai que nous on a été confrontés à plusieurs reprises à ce genre de questions. Notamment dans un taxi, on revenait d'Alep, donc c'était avant la guerre, on revenait à Antioche. Et le chauffeur de taxi nous demandait où nous avions nos cartes. Donc, bien sûr, nous n'avions pas de carte. Et il nous racontait que lui, dans son village, un étranger était venu et que il s'était dirigé vers la forêt et qu'il avait trouvé des choses. Donc, il y a énormément de fantasmes autour de ça. Mais effectivement, les gens creusent, et par exemple, autour du lac de Vannes, il y a énormément de ruines d'églises et de monastères. Et régulièrement, Agos publie des photos de personnes qui mènent des fouilles qui sont illégales, mais c'est une activité qui continue et comme vous l'avez dit, ça montre que dans l'esprit collectif, on peut continuer à chercher l'or des Arméniens et à le prendre en fait. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on entend que ici et là, on l'a vu avec l'église Surpraç d'Artamar, on l'a vu à Diyarbakir avec l'église sur Karabet, je crois. Sur Kiragos, merci. Et donc, il y a un effort de reconstruire, de réaménager les églises arméniennes. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que ce sont des investissements à but lucratif pour amener des touristes ou à un moment donné, même si aujourd'hui il y a un déclin dans cette politique peut-être, à un moment donné il y avait peut-être une véritable envie de la part de la Turquie d'aller vers les Arméniens, de leur faire des signes forts? Je crois, oui, il y a un petit peu de tout ça. Il y a différents cas de figure. L'église d'Artamar a été vraiment un dossier très politique, je crois, à une époque charnière où la Turquie et l'Arménie étaient encore dans cette idée d'un rapprochement, d'un dégel sur la question frontalière. Et c'est vrai que cette église est extrêmement symbolique pour tous les Arméniens dans le monde et que c'était un geste fort de la part du gouvernement turc. Alors avec tout le débat qu'il y a eu, dont on se souvient, sur est-ce qu'il faut mettre une croix sur le toit de l'église ou pas, est-ce qu'il faut appeler ça une église, le fait est que cette église, qui est extrêmement importante, a été restaurée, ouverte au culte 1 ou 2 fois par an, et que c'est un lieu qui revit par son identité arménienne. Donc je crois que c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif, même si c'est aussi motivé par des raisons économiques, évidemment. Ces régions qui sont totalement déshéritées, la Turquie se dit sans doute qu'elle peut y développer un tourisme de la mémoire et notamment attirer les touristes arméniens. Je dirais que c'est une bonne chose en soi. C'est une bonne chose, mais c'est quand même contradictoire par rapport au fait de ne pas reconnaître la présence des Arméniens sur place. D'un autre côté, c'est une façon de la reconnaître. Voilà. Donc, il ne peut en émerger que des choses positives. Et d'ailleurs, il y a eu une messe conduite par le patriarche arménien d'Istanbul qui a été organisée début septembre, je crois. Tous les ans, désormais, au mois de septembre, c'est à l'occasion de la fête de la Croix, parce que l'église porte ce nom-là. Donc, une fois par an, on est autorisé de célébrer la messe. Il y a eu des baptêmes cette année d'Arméniens convertis qui se sont qui ont été rebaptisés au christianisme. Donc, je dirais que le lieu est en train de revivre quand même de plus en plus, et surtout de redonner une réalité arménienne dans une région où ça avait complètement disparu, une visibilité. Alors, ailleurs, à Diyarbakir, ce sont les Kurdes qui ont pris l'initiative. Absolument. La mairie
Turquie, etc. Donc c'est pas l'État forcément l'État central. Et de là ma question sur les relations entre les Alévis et les Arméniens, les Kurdes et les Arméniens. Quelle partie des Kurdes? Parce que là encore il y a des catégories, si je puis dire. Alors c'est vrai que les Kurdes, le parti pro-kurde qui est le BDP, le Parti pour la paix et la démocratie, qui est la vitrine politique de la guérilla, du PKK, a une politique très active et très claire envers les Arméniens et envers l'histoire. Le parti non seulement reconnaît le génocide arménien, mais réclame la reconnaissance du génocide arménien, réclame un devoir un droit à la vérité historique au Parlement. C'est un parti qui est représenté au Parlement, qui a des députés et qui demande une sorte de débat, de commission sur l'histoire. Hein. Donc ça, c'est quand même un aiguillon, c'est quelque chose de nouveau. Et les Kurdes reconnaissent également leur responsabilité. Le parti reconnaît la responsabilité des Kurdes dans le génocide. Donc, on pourrait dire que les Kurdes montrent la voie à suivre à l'État turc et aux autres partis politiques turcs. Donc ça, c'est quand même un discours qui est nouveau et qui, pareil, commence à inscrire le génocide dans l'espace public, dans le débat public, et ça c'est quand même très important. Et puis moi j'étais à la messe justement qui s'est tenue le 8 septembre. Cette église a été restaurée grâce à des fonds des Arméniens de Turquie, grâce à des fonds de la mairie d'Istanbul, de la mairie de Diyarbakır. La mairie aide, elle fournit par exemple des gardes, une sécurité, donc il y a une aide vraiment financière pour que ce lieu revive, pour que les gens s'y sentent en sécurité. Et cette église effectivement qui est réputée pour être la plus grande du Moyen-Orient est très très belle et elle est vraiment inscrite dans la ville. Et à travers cette cérémonie, la présence arménienne revit également. Alors, 2 mots sur la communauté arménienne de Turquie, particulièrement celle d'Istanbul. Est-ce que vous la sentez une communauté au-delà de Agos, qui est un lieu assez emblématique désormais, et d'ailleurs on peut tout simplement dire à nos auditeurs que tous les lundis, IPFM, en collaboration, en partenariat avec Agos, présente avec Pakrat Escoutian, qui est le rédacteur en chef d'Agos, de la partie arménienne d'Agos, tous les lundis à 13h, nous avons une revue de presse turque présentée par Agos, et l'émission s'appelle « Depuis la rédaction d'Agos ». Voilà, donc ce lieu est réellement emblématique, mais au-delà, évidemment, il y a quelques maisons, on va dire une maison d'édition, il y a les écoles, il y a l'hôpital, mais la communauté, elle est toujours dans la peur, dans la crainte. Comment ça se passe? Vous les fréquentez personnellement? Oui, un petit peu. Alors la communauté, elle est réduite, hein, comme vous le savez. Il reste 50 000, peut-être 60 000 personnes. À Istanbul ou Non, au total. Donc, effectivement, ça fait pas beaucoup. Il y en a quelques-uns à Izmir. Mais... Quand on dit les Arméniens, puisqu'on parle maintenant des Arméniens islamisés turquifiés, on compte que ceux qui sont inscrits comme faisant partie de la communauté autour de l'église, etc. Oui. Ça, la minorité reconnue. La minorité officielle, voilà. Bien sûr, je crois que au-delà des institutions communautaires dont vous avez parlé, qui connaissent quand même un certain renouveau, hein. Il y a un renouveau, je crois, de la cause arménienne ou du militantisme arménien à Istanbul aujourd'hui. Au-delà de ça, vous avez raison, une majorité de la communauté reste marquée fortement par la peur, ce souci de la discrétion, de cacher presque son identité. Et c'est vrai que il y a souvent aussi de bonnes raisons d'avoir peur quand on voit ce qui a suivi l'assassinat de Hrant Dink, l'assassinat de Sevak Balökçü. Ce sont évidemment des événements qui font que la communauté reprend ses vieux réflexes à chaque fois et se fiche dans la peur, ou les vieilles dames de Samathia qui ont été tuées mystérieusement. Bon, tous ces événements ont fait que la communauté s'est recroquevillée dans la peur, comme elle l'a toujours fait depuis un siècle. Alors parlons de la Turquie et ses problématiques internes. Gezi, c'était l'explosion inattendue. Est-ce qu'aujourd'hui, après coup, on arrive à comprendre comment
d'un seul coup, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens ont spontanément manifesté contre Erdogan. Alors, comment est parti tout ceci, Guillaume Perrier? Je crois que c'était pas si inattendu que ça quand on suivait la Turquie au quotidien et qu'on voyait l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. Tout est parti, comme vous le savez, d'un parc pour lequel les gens se sont mobilisés. Ils voulaient simplement sauver les quelques arbres qui restaient dans ce parc de l'appétit des promoteurs immobiliers, parce qu'il s'agit de ça. Ce parc devait être transformé en centre commercial promu par la mairie d'Istanbul, un centre commercial comme il en existe déjà des dizaines à Istanbul. Donc je crois que cette politique urbaine, à la fois très mercantile et en même temps cette politique urbaine très autoritaire de la part du gouvernement et de Monsieur Erdogan, qui est l'ancien maire d'Istanbul, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et le vase était déjà bien rempli de positions autoritaires de la part du gouvernement, aussi bien sur les questions sociales, religieuses, que sur des questions urbaines ou des questions culturelles. Les négociations avec la minorité kurde, avec les Alévis, on y reviendra, mais tout ça a été mené. Il y a aussi des signes d'islamisation de la société, avec l'interdiction de l'alcool, le voile. Aujourd'hui, on voit que des fonctionnaires peuvent porter des voiles dans les établissements publics, alors que c'était interdit dans le passé. Tout ceci, évidemment, fait plaisir à une certaine tranche de la population, mais il y a les autres, les kémalistes, pour faire simple. Alors pas seulement. Les kémalistes s'y opposent évidemment de manière assez forte et assez idéologique, mais les kémalistes n'étaient pas non plus la force principale de ces manifestations. Je dirais qu'il y a une grande inquiétude chez les Alévis en général, qui ont un mode de vie évidemment beaucoup plus libéral, et il y a une inquiétude de voir les sites extérieurs de religion de plus en plus visibles. Mais ces questions-là n'étaient pas non plus les plus importantes dans la mobilisation qu'il y a eu autour de la place Taksim. C'est vrai qu'il y a une inquiétude chez une partie de la population. Et quand vous dites que le vase était déjà rempli, quels sont les problèmes que les Turcs ressentent et qui fait que d'un seul coup ils étaient très très nombreux? Je ne sais pas quel était le chiffre, mais c'était phénoménal. Au mois de juin, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, il y a eu 2,7 millions de manifestants à travers tout le pays. Et dans 40 grandes villes de la Turquie, c'est pas que le parc Gezi. Oui, ça c'est important à dire, c'est qu'il y a eu des manifestations dans l'ensemble du pays qui n'ont pas forcément été très couvertes au niveau médiatique, mais Istanbul était le plus visible, mais ce mouvement de colère s'est répandu dans tout le pays. Ça c'est quelque chose qui est général et qui est important à préciser. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qui était derrière ce mouvement? Non, on peut pas définir un mouvement. Ça a été encore une fois l'accumulation d'un certain nombre de griefs et puis la coalition de plusieurs mouvements de contestation de la politique du Premier ministre. Donc on a à la fois effectivement une sensibilité très kémaliste qui s'est opposée, je dirais de manière très idéologique à l'AKP. On a la minorité alévi qui a été vraiment un facteur déterminant dans ces manifestations et qui exprimait son inquiétude. Il faut se souvenir que les manifestations ont commencé le 30 mai et que le 29 mai, la veille, qui est le jour anniversaire de la conquête de Constantinople par les Ottomans, le Premier ministre inaugurait le nouveau pont sur le Bosphore, le troisième pont qui a été baptisé ce jour-là du nom du sultan Selim. Le sultan Selim qui est connu pour avoir massacré 30 000 Alévis au XVIe siècle. Donc c'est un symbole qui a énormément choqué, mobilisé les Alévis et qui en a amené beaucoup le lendemain sur la place Taksim pour manifester. Alors, juste une parenthèse pour dire que c'est vrai que sur AIPFM, on est obligé de ramener ces questions sur les choses arméniennes, mais ce parc appartenait aussi à des Arméniens dans le passé. Alors une partie. C'est vrai que la plus grande partie de l'actuel parc Gezi, c'était le bord du cimetière, mais ça n'était pas construit sur le cimetière. Le fond du parc, là où il y a eu le cœur de la mobilisation, effectivement, là on est sur une partie où il y avait des tombes arméniennes.
je crois jusqu'en 1939. Donc entre 1550 et 1939, cet endroit était effectivement en bordure de l'hôpital arménien Sourpagop, et puis donc d'un grand cimetière. Et ce qui est notable, c'est que au moment où le parc Gezi a été construit, donc par l'urbaniste français Henri Prost, certaines tombes ont servi à construire les marches des escaliers du parc Gezi. Est-il vrai aussi qu'il y a eu en 1919, est-ce que vous avez cette information, un monument dédié au génocide arménien dans ce lieu-là? Et on nous dit aujourd'hui que ce monument est caché dans un dépôt, enfin d'un établissement public. Est-ce qu'il y a une trace de ce monument quelque part? Laure Marchand. Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ce il y a des traces dans les archives, visiblement, puisque la communauté arménienne avait fait une stèle symbolique dans le parc Gezi pour dire que cet endroit effectivement leur appartenait. Il y a quelques personnes, je crois qu'Osman Köker a retrouvé trace de ce monument, mais savoir s'il est-ce qu'il existe toujours, je sais pas. Alors peut-être. C'est une possibilité. Ouais. Mais, Alors revenons à l'actualité de la Turquie. Vous avez parlé des Alevis. Alors qui sont les Alevis en Turquie? Laure Marchand. Alors les Alevis sont donc des Turcs qui ne sont pas ce sont des musulmans mais qui ne sont pas sunnites. Ils appartiennent à une branche hétérodoxe de l'islam qui se rapproche en partie du chiisme parce qu'ils vénèrent Ali, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Un peu comme les Alaouites de Syrie? Oui, alors un peu comme les Alaouites de Syrie, ils ont ce nom en commun, ils ont le prophète en commun, mais après il y a de nombreuses différences. Les Alaouites de Syrie qui sont également présents dans le sud de la Turquie sont arabophones déjà, alors que les Alevis viennent du centre de la Turquie, de l'Anatolie, donc il y a une différence géographique qui est très très importante et une différence linguistique. Et ces Alevis diffèrent, donc voilà, ne sont pas sunnites, ne vont pas à la mosquée, ne font pas le ramadan, boivent de l'alcool, leur cérémonie religieuse se déroule le jeudi. Et les hommes et les femmes sont mélangés, donc voilà, ils ont un rite très particulier, et, ils empruntent énormément à l'islam, mais il y a également des références chamaniques, pré-islamiques, chrétiennes, donc il y a un syncrétisme qui est très important, et il représente environ 15 millions d'habitants, 15 millions de Turcs, ce qui est énorme, c'est une minorité très importante. Alors, est-ce qu'on peut dire d'eux que ethniquement ils sont turcs parce que c'est des Turcs? Alors oui, il y a des Turcs et des Kurdes, voilà. Donc il y a des Kurdes Alevis, beaucoup de Kurdes Alevis. Dans la région du Dersim, notamment. Mais alors, est-ce qu'ils ont une revendication? Parce qu'aujourd'hui, ça bouge côté Alevi, là, en ces jours-ci. Oui, ils ont une revendication. Ils sont discriminés. Ils ont été discriminés, victimes de massacres sous l'Empire ottoman, également victimes de massacres et discriminés depuis la création de la République. Par exemple, l'État ne reconnaît pas leur lieu de culte comme étant un lieu de culte. Des cours de religion sont obligatoires à l'école, mais ce sont des cours de religion sunnites, donc les enfants sont obligés de suivre ces cours de religion. La Turquie a pourtant été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, mais ces cours sont suivis par tous les enfants, donc c'est vraiment une minorité qui là est musulmane, mais qui est discriminée par un État turc sunnite. Est-ce que les enfants chrétiens suivent aussi ces cours-là? Les enfants chrétiens qui sont dans des écoles minoritaires, non, parce que les minorités qui sont reconnues par le traité de Lausanne, donc les Juifs, les Arméniens et les Grecs, ont droit à leur école minoritaire. En revanche, je ne sais pas comment ça se passe. Non. Ils sont exemptés. Léon Perrier nous dit non. Voilà. Alors de là se pose la question pour les Alevis. Si les chrétiens, les Juifs n'ont pas l'obligation de suivre les cours de sunnisme, j'allais dire d'une manière simpliste, est-ce que les Alevis ont cette obligation? Et c'est peut-être ça qui provoque leur colère. Oui, ils sont obligés, ça. Pour l'instant, oui, parce qu'ils ne sont pas reconnus comme une minorité, comme elles le sont définis par le traité de Lausanne. Toute la question est là. Donc, pour l'instant, ils sont reconnus comme étant membres d'une majorité musulmane sunnite turque. Et pourtant, il y a plein d'Alevis, aussi bien dans le pouvoir. Je veux dire, ils sont dans le système. Ils font partie du système. Alors, plus tellement en fait. C'est que il n'y a pas un seul ministre Alevi. Tous les ministres sont sunnites et
et il devient difficile de trouver des hauts fonctionnaires à Lévis. Donc ils sont peu à peu écartés. Bon, ils n'ont jamais été très très représentés, mais ils sont Alors, les Alévines ont rarement été dans le système, sauf à l'époque de Bülent Ecevit, qui était à Lévis, mais sinon ils ont toujours été quand même sérieusement marginalisés. Alors là, on revient à la question de la discrimination, j'allais dire voilée, parce que même pour les Arméniens, quand on sait... Alors, ça c'est quand même phénoménal. Un Arménien qui a une grand-mère arménienne et dont il n'est peut-être pas au courant lui-même, il est fiché dans auprès de l'État comme étant, sous un code spécifique, comme étant d'origine arménienne. Donc, il ne peut pas être général dans l'armée, il ne peut pas être peut-être pilote de l'armée de l'armée, il peut pas être premier ministre. Donc, il y a des codes internes que même les propriétaires de ces codes n'en savaient pas. Alors, certains sont des hommes politiques, on sait, on pense que certains hommes politiques ont des grand-mères arméniennes, donc ça n'empêche que je ne donnerai pas parce qu'on n'en est pas certain, mais il y a, on pense qu'il y a des hommes politiques actuels. Oui, et de premier plan. Et de premier plan. Donc vous faites allusion aussi peut-être à Abdullah Gül. Non, pas Abdullah Gül. Pas seulement. Non. Ah, pas seulement. Non, mais il y a eu ce débat effectivement autour de la famille d'Abdullah Gül à un moment, mais là aussi, ça sonnait comme une insulte. Ta mère est arménienne. Oui. Mais alors, c'est vrai que donc il y a des hommes politiques qui ont des grand-mères arméniennes, mais qui ne le revendiquent pas et qui ne l'assument pas pour certains. Et donc, dans ces cas-là, cela n'empêche pas de faire une carrière politique. En revanche, comme vous l'avez dit, les familles arméniennes qui ont été islamisées, les Arméniens cachés, eux, sont dûment répertoriés par l'État turc. Et là, il semble très difficile. Enfin, nous avons recueilli plusieurs témoignages concordants de faire carrière dans l'administration. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Donc, nous poursuivons pour parler de l'envie de Recep Tayyip Erdogan de devenir président de la République turque. Et pour cela, il est presque prêt à tout, changement de constitution. Et là, on parle justement d'un plan, une réponse que Erdogan voudrait donner aux manifestants de Gezi pour apaiser les esprits et pour poursuivre sa lancée vers la présidence. Est-ce que ce débat est actuel en Turquie? Erdogan, est-ce qu'on le voit comme le futur président et le super président, puisque désormais, avec la nouvelle constitution, on nous dit qu'il y a un changement de statut, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre aujourd'hui qui gère le pays et demain ce sera le président de la République. Alors, ce qu'il faut, alors Erdogan souhaite bien sûr devenir le premier président de la République qui sera élu au suffrage universel. L'élection aura lieu l'été prochain, en 2014, août 2014. Mais pour l'instant, la fonction de président de la République est essentiellement honorifique. Donc, Recep Tayyip Erdogan souhaite modifier la Constitution afin d'instaurer un régime présidentiel, pour avoir une fonction à la hauteur de son ambition. Mais cette réforme n'a pas été votée, donc la Constitution n'a pas été modifiée, donc le régime présidentiel n'a pas été institué en Turquie. Il y a de fortes résistances. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Est-ce que cela signifie que cela peut changer l'envie d'Erdogan d'aller vers la présidence? Je crois que les manifestations du printemps ont quand même un petit peu douché son enthousiasme. Donc il y a effectivement cette envie parce que c'est le seul moyen pour lui de se maintenir au pouvoir. C'est quand même avant tout pour ça. Mais il y a des résistances en interne et il n'est pas du tout impossible là en ce moment. On en prend plutôt le chemin que finalement cette réforme ne se fasse pas et qu'il décide de trouver un moyen de se maintenir, mais comme Premier ministre. Ce basculement vers une présidentialisation du régime a été largement envisagé, mais depuis les manifestations de juin, on en est largement revenu. Alors justement, quelle réponse Erdogan et son gouvernement ont donné aux manifestants de Gezi? Pour l'instant, au début, c'était une réponse très dure. Il y a eu vraiment des attaques, j'allais dire à l'arme chimique, puisqu'on a utilisé le gaz contre sa propre population. Alors, je fais pas une comparaison avec ce qui se passe ailleurs, mais c'était juste pour dire que quand même la réponse était très rude. Et puis il y a eu des morts.
Et depuis, comme si rien n'était, on a oublié, même en Europe, on a oublié qu'il y a eu ces manifestations. Turquie, on n'a pas oublié parce que la mobilisation, d'une certaine manière, continue. Il continue à y avoir des morts. Il y en a eu 2 depuis la rentrée. Donc, oui, la réponse a été très très dure sur le plan sécuritaire. Elle a été extrêmement violente et elle continue à l'être. Les manifestations sont interdites, sont réprimées. Il y a des procès qui sont lancés contre des gens qui ont manifesté à l'époque. Il y a un fichage qui s'organise dans les universités, il y a des pressions sur les médias qui continuent. Donc je dirais que l'ambiance n'a pas vraiment changé depuis le printemps. La réponse du Premier ministre, ce qu'il a essayé d'en donner, c'était ce fameux paquet démocratique qu'il a proposé il y a 15 jours à peu près maintenant, mais qui n'a répondu à aucune des attentes ni des manifestants, ni des minorités qui s'estiment discriminées en Turquie. Alors, ce qui est très intéressant ici à relever, c'est la volonté réelle de ce pouvoir. On a souvent parlé d'islamistes modérés, et bizarrement, je ne sais pas comment ce vocabulaire est venu à l'ordre du jour. On les appelle plus islamistes modérés, alors que ça fait 10 ans, c'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas en France, et d'un seul coup, ils sont devenus des islamo-conservateurs. Bref, quelle est l'ambition réelle de l'AKP? Est-ce que c'est une islamisation réelle? Est-ce que c'est dans le schéma des frères musulmans, puisqu'on connaît un peu les alliances avec les frères musulmans ici et là? Vers quoi tendent les AKPistes, si je puis dire, les erdoganistes? Alors pour l'explication sémantique, nous on a toujours employé islamo-conservateur depuis 2004. Il nous semble que le terme islamiste est un peu galvaudé en France et qu'on l'emploie un peu à tort et à travers, et que l'islam politique, l'islamisme est évidemment un système politique en tant que tel, il a été défini par un certain nombre d'universitaires, et ça ne correspondait pas forcément à ce que voulait instaurer l'AKP au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent difficile de faire des plans sur la comète. Sur le plan idéologique, sur le plan de la transformation de la société. Voilà. Alors, mais sur le plan idéologique, on sait que c'est un parti qui, en même temps, évidemment des fondements idéologiques, mais c'est avant tout un parti pragmatique, qui, au cours de ses 10 ans de pouvoir, s'est adapté à des situations internes et externes assez différentes, et donc a parfois changé de politique de manière assez radicale. Pour ce qui est des convictions, et notamment sur les questions de société, je crois qu'effectivement la société turque est beaucoup plus conservatrice qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Certains signes très visibles de ce conservatisme sont encouragés par les autorités. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, la Turquie n'est pas l'Égypte non plus. La société turque n'est pas la société égyptienne. Il y a aussi une forme de diversité et de liberté relative dans cette société. Alors, Laure Marchand, on a parlé des Alevis, parmi lesquels beaucoup de Kurdes, mais la question kurde, c'est une question à part. Il y a eu ce processus de normalisation avec Öcalan, qui est toujours emprisonné, certes, mais avec lequel il y a eu un accord assez logique. Un cessez-le-feu, on se calme, vous retirez vos militants, vous les sortez du territoire turc, et nous, quoi, justement, c'est la question que tout le monde se pose. Que doit donner en face Erdogan aux Kurdes? Et que les Kurdes, ils en ont ras-le-bol aujourd'hui. Ils disent, ça suffit. 1er septembre, on veut des signes, sinon, on recommence. Qu'est-ce qui se passe? Bien, effectivement, vous avez posé la question que tout le monde se pose, mais on commence à avoir la réponse. C'est que des négociations de paix ont été engagées il y a bientôt 1 an entre Abdullah Öcalan, qui est emprisonné sur l'île d'Imralı, et le gouvernement. C'était la première fois que des négociations se menaient de façon officielle. Donc là, une fois de plus, le gouvernement avait fait preuve d'un certain courage pour assumer ces négociations auprès d'une population qui parfois est très réfractaire, très hostile à des négociations avec le PKK, donc les terroristes, comme on les appelle en Turquie. Alors, juste un mot sur Öcalan. C'est quand même, on négocie avec quelqu'un qu'on a emprisonné à vie. C'est quand même assez absurde comme état de fait. Et deuxièmement, est-ce que Öcalan bénéficie toujours de ce respect qu'il avait?
dans les années 70, 80, 90. Alors, vous dites négocier avec quelqu'un qui est en prison, c'est absurde parce qu'il est en prison, mais d'un côté, c'est le début des négociations. Donc après, effectivement, l'avenir d'Öcalan fait partie des négociations. Ça, c'est pour répondre à la première partie de votre question. Et la deuxième, sur l'aura d'Öcalan, elle est quasiment intacte, parce que il représente la fierté des Kurdes, quand même. Donc après, beaucoup de Kurdes ne sont pas naïfs sur la personnalité, sur les dérives autoritaires de cet homme, mais c'est l'homme. Ça reste le leader. Oui, c'est le leader incontesté. Alors, est-ce que les militants kurdes, les militants armés kurdes, gardent pour eux, il a cette légitimité de parler en leur nom, parce que eux, ils sont encore plus durs que la population dans un sens plus large. Le PKK est une guérilla marxiste qui obéit totalement à son chef. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et il n'y a pas vraiment de signes de faiblesse qui arrivent de ce côté. C'est le leader idéologique, je crois, mais après sur le terrain, la guérilla répond aussi à des logiques de terrain. Avec Abdullah Öcalan qui est en prison depuis 15 ans, lui ne connaît plus le terrain et la situation géopolitique. Donc il y a quand même deux aspects, mais Öcalan c'est le leader idéologique, c'est le leader charismatique qu'on suit de toute façon politiquement. Alors, en prison, il a négocié avec les représentants d'Erdogan. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Pour justement dire aux Kurdes d'arrêter et puis partez vers le Kurdistan direct. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ça, on ne le sait pas vraiment, parce que des émissaires d'Öcalan ont eu accès à la prison, ont été autorisés à le rencontrer et ont pris ces informations, ces consignes, et les ont ramenées dans les partis politiques. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu? Pour l'instant, il n'a rien obtenu. C'est bien le problème. Mais quelle promesse, en tout cas? Qu'est-ce qu'on a promis? Même si on dit il a rien obtenu, mais qu'est-ce qu'on lui a promis? Pour l'instant, on sait pas ça. Des écoles kurdes. Alors, il y avait des revendications. Il y avait des revendications à la fois pour que les combats cessent. La contrepartie, c'était que il y ait une amnistie pour les prisonniers, que les prisonniers politiques soient libérés, donc une amnistie pour les combattants, des droits culturels renforcés, le droit à l'éducation dans la langue maternelle, en kurde, une autonomie, une décentralisation, Alors, une justement, sorte... Rien de tout ça n'a été mis en place. C'est le point central. La décentralisation, ça veut dire, c'est un début, puisqu'il y a eu le Kurdistan irakien. On parle aujourd'hui d'un probable Kurdistan syrien. Alors, une autonomie, pas une indépendance, une autonomie kurde en Turquie, ça veut dire ce que ça veut dire pour l'avenir. Est-ce que c'est probable? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'ils ont fait une bêtise, les Turcs, en disant on tend vers ça, mais finalement ils ont compris que c'est tellement dangereux qu'on arrête tout? Ça peut être très dangereux du point de vue turc, effectivement, d'un point de vue national, étant donné la conception du territoire qu'il peut y avoir en Turquie. Mais dans les années 20, il faut se souvenir qu'il y avait des élus, des députés qui siégeaient, qui étaient désignés comme députés du Kurdistan. On était dans les années 20, on était au début de la République et ça n'avait rien de tabou à l'époque. Donc ça l'est devenu depuis. On pourrait tout à fait imaginer une région kurde autonome sans que ça ne provoque de crise politique. En Iran, il y a une région kurde qui a une forme d'autonomie aussi. Pourtant, les Kurdes manquent aussi cruellement de certaines libertés. Donc, c'est pas forcément incompatible. Et la création d'une zone autonome kurde en Turquie ne signifierait pas non plus, comme peuvent le rêver certains nationalistes kurdes, la création d'un grand Kurdistan. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, évidemment, que le Kurdistan, si tant est qu'il puisse exister, est plus divisé que jamais entre les différentes factions kurdes, entre les Barzani et le PKK. Donc, il y a au sein du monde kurde aussi des courants politiques très divers qui s'affrontent aujourd'hui. Alors parce que souvent on parle
de possible démembrement de la Turquie. Évidemment, on imagine que c'est tellement difficile, mais théoriquement, tout est envisageable. Et justement, pour ce démembrement, justement, j'arrive à la question de l'État profond, dont on ne parle plus aujourd'hui en Turquie, mais la question se pose toujours. Est-ce que si la branche politique de l'État turc décide quelque chose, une sorte de réconciliation avec des Kurdes, est-ce qu'il y a encore cet État profond qui peut freiner les décisions politiques? C'est difficile à dire. Alors, c'est l'ancien président Souleymane Demirel qui disait il n'y a pas d'État profond, il y a l'État. Donc, est-ce que l'État profond a existé? Est-ce qu'il existe encore? C'est une grande question. Est-ce qu'au sein de l'État, il existe des forces occultes chargées de faire régner un certain ordre non officiel? C'est probable. Simplement, ça a sans doute un petit peu changé. Il faut plus voir l'État profond comme étant une extension de l'aile nationaliste de l'armée. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Les forces en présence sont différentes. Les pouvoirs au sein de l'État sont plus chercher du côté des services secrets, du MIT ou des forces de sécurité dans la police. Quel rôle elles ont et en quoi est-ce qu'elles peuvent s'opposer au pouvoir politique classique, ça, personne ne peut le prédire, mais évidemment, il y a encore des forces suffisamment importantes dans les structures de l'État pour s'opposer au gouvernement. Alors, pour terminer sur le volet politique interne, quelles sont les forces politiques qui peuvent aujourd'hui changer quelque chose en Turquie? Les classiques, on les entend plus. Est-ce que réellement Erdogan a réussi à, j'allais dire non, pas éradiquer, mais en tout cas minimiser au maximum le poids, l'influence de ces partis-là? Alors, il y a deux choses. Effectivement, se pose la question de l'opposition. Et là, Erdogan a été très bien servi. C'est que l'opposition est quand même est totalement inefficace, ne représente absolument pas une menace pour Erdogan. Et ça, c'est pas du tout la faute d'Erdogan. C'est que le CHP, aujourd'hui, est un parti qui n'est pas du tout en ordre de marche, qui ne parvient pas à se réformer et qui ne représente pas du tout une alternative politique. Donc Erdogan n'a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Et puis évidemment, le pouvoir de l'armée a été limité. Maintenant, l'armée est aux ordres de l'AKP. Mais c'est vraiment le panorama, le paysage politique de la Turquie profite à Erdogan. Et ça il y est pour rien. C'est que ses adversaires sont très mauvais. Donc la difficulté finalement pour Erdogan aujourd'hui peut venir de l'intérieur de son parti, même si c'est un parti aux ordres d'Erdogan globalement. L'opposition, il y a des courants au sein de l'AKP qui s'opposent à Recep Tayyip Erdogan de façon très importante. Et c'est là qu'il a des pressions. Mais sinon, le MHP, l'extrême droite, n'est vraiment plus très forte. Alors, est-ce que, quand on parle de le mouvement de Gülen, est-ce que ce mouvement, rappelons que Gülen, c'était un dissident avant l'arrivée des islamistes au pouvoir, c'est le père fondateur d'une école islamiste en Turquie, mais lui, il est exilé aux États-Unis, et c'est un allié à Recep Tayyip Erdogan, sauf que là, dans le même mouvement islamiste, il y a une fissure, et donc Gülen semble être un peu plus, j'allais dire, extrémiste dans sa politique islamiste. Comment on peut le présenter? Non, je dirais pas ça. C'est un mouvement religieux, confrérique, très influencé par le soufisme anatolien, très influencé par la spiritualité très propre aux régions de Konya ou de Kayseri, qui est un mouvement politiquement qui se situe quand même... Comme tous les partis politiques, mais qui est particulièrement nationaliste, quand même. Je crois qu'il est marqué par le nationalisme turc, ce mouvement, et par un conservatisme social assez fort, mais en même temps par une vision très moderne de la société et très tournée vers l'éducation. Donc c'est une force qui, effectivement, de plus en plus au sein de l'AKP s'oppose à la toute-puissance de Recep Tayyip Erdogan et à la mainmise d'Erdogan sur le parti et sur les institutions turques. Donc je crois que si on parle d'opposition aujourd'hui en Turquie, clairement le mouvement Gülen est aujourd'hui la principale force politique d'opposition au Premier ministre. Qui sont les représentants du mouvement Gülen en Turquie? On parle du Premier ministre, du président du Parlement?
Non, alors le président du Parlement, non. Cemil Çiçek est plutôt l'aile nationaliste de l'AKP. Lui, Cemil Çiçek était au MHP avant, et donc c'est plutôt cette tendance-là. Non, je crois que s'il fallait y trouver des soutiens, on dit souvent que le président de la République, Abdullah Gül, est plutôt proche de cette mouvance. Ce qui ne veut pas dire qu'il est membre ou qu'il est un suiveur de Fethullah Gülen, mais c'est un lobby d'influence très important aujourd'hui au sein de l'État, dans la diplomatie, dans l'économie turque, dans le système éducatif, et donc aussi dans son évolution religieuse et sociale. Est-ce que, parce qu'on parle de sondages qui sont très favorables, même si il perd quelques points d'année en année, Erdogan, d'une élection à l'autre, mais il reste presque majoritaire, en tout cas, il est imposant dans le pays. Est-ce que sur le plan électoral, vous dites qu'il n'a pas de risque parce qu'il n'a pas de vrais concurrents? Oui, c'est ça. C'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas comment l'AKP ne pourrait pas remporter les prochaines élections parce qu'il n'y a pas d'opposition. Donc c'est le frein majeur à la démocratisation du pays qui aujourd'hui est en panne. L'AKP qui est arrivé au pouvoir en 2002 a d'abord été très réformatrice. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un parti réformateur, c'est un parti au mieux du statu quo. Mais en face, il n'y a aucun parti pour les aiguillonner, pour les pousser à faire des réformes. Donc on ne voit pas de mouvement réformateur se mettre en place à cause de ça. Donc il faut, pour les Européens, compter avec Erdogan pour les années à venir. Oui. Malgré tout. Donc, parlons de la Turquie et l'Europe. On le voit, les réformes, ça n'aboutit pas. Au contraire, avec le regard européen, il y a un retour en arrière dans le sens où on interdit l'alcool. Alors moi, j'estime que c'est on n'a pas interdit l'alcool. Non, à certaines heures, on peut pas boire de l'alcool dans des lieux publics, etc. Mais on peut en acheter, en boire à la maison. Donc, évidemment, c'est pas une interdiction totale. Mais j'allais même dire que la question de l'alcool, c'est tellement absurde à évoquer pour une société, c'est pas le point central pour définir l'orientation d'une société, mais voilà, l'Europe regarde la pilule, l'interdiction de l'alcool, le voile, et ainsi on détermine une vision d'une société. Alors le voile, bon, il faut l'Union européenne n'a pas spécifiquement de position sur cette question et effectivement le voile maintenant est autorisé dans la fonction publique et dans les universités. Mais ça, il faut quand même dire que ça, bon, les kémalistes, souvent ils sont opposés, mais c'est quand même pas une question qui fait énormément débat au sein de la société. Dans les années 90, effectivement, c'était un problème, c'était vécu comme un problème par une partie de la population, mais aujourd'hui, il est difficile de trouver quelqu'un que la présence d'étudiantes voilées gêne. Il y a une espèce de paix sociale qui s'est instaurée à ce sujet-là. Donc c'est quand même effectivement un pays qui est largement musulman et voilés et non voilés quand même cohabitent et il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Il y a une Moi je fais allusion aux critères ou au regard des Européens quand on veut décrire une société étrangère par rapport à une religion, à une doctrine de vie sociale. Et le voile, ça devient rapidement un élément déterminant. Et quand on voit que il y a une répansion du voile dans la société turque, on se dit voilà, il y a un retour en arrière. C'est ainsi que certains Européens voient les choses. Mais comme vous dites, c'est une perception en fait, donc c'est un point de vue, c'est totalement subjectif. Et puis alors à la fois le voile est plus présent dans l'espace public, mais ça veut pas forcément dire que davantage de personnes portent le voile. Hein. C'est d'ailleurs certaines enquêtes sociologiques montraient même l'inverse. Donc effectivement, certaines personnes qui n'osaient pas porter le voile parce qu'elles étaient discriminées en termes de carrière, aujourd'hui peuvent le faire. Bon, ça. C'est pas forcément un problème. Alors, par rapport à cette question, aujourd'hui, est-ce que la Turquie a encore ses chances pour entrer en Europe? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? On n'en parle plus? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est plus à l'ordre du jour ni d'un côté ni de l'autre. Alors les négociations continuent pour la forme, symboliquement, mais ni les Européens ni les Turcs n'ont
vraiment de faire aboutir ces négociations. Il n'y a aucun chapitre qui n'a été ouvert depuis plus de 2 ans maintenant, donc il est question de relancer les négociations sur le chapitre 22, je crois. Enfin, voilà, on est dans les symboles, mais il y a toujours ces chapitres des négociations qui sont bloqués côté européen, notamment par la France, et puis par le problème chypriote qui n'est toujours pas résolu. Et puis côté turc, il y a aussi certains chapitres qui sont maintenus fermés parce que la Turquie n'a pas intérêt à faire certaines réformes. Et c'est vrai que, notamment dans le domaine économique, pour tout ce qui concerne la concurrence, la liberté syndicale ou les appels d'offres, les marchés publics, toutes ces négociations techniques sont bloquées parce que la Turquie estime que c'est pas très bon pour sa croissance économique. Très bien. Et en attendant, on pourra dire que pendant une dizaine d'années, la Turquie a pu bénéficier malgré tout de milliards d'euros pour se réformer sans que cela amène la Turquie vers l'Europe. Des fonds européens ont été utilisés et sont toujours utilisés et énormément de réformes quand même ont été mises en place. Oui, on peut pas dire que ça ne l'amène pas vers l'Europe. Ça, oui. Il y a une convergence quand même qui s'est créée. Qui se fait au niveau technique et de nombreux projets sont mis en route. C'est au niveau politique qu'il n'y a plus de réformes, mais les fonds européens dont la Turquie a bénéficié et bénéficie encore sont vraiment utilisés à des choses très concrètes et qui fonctionnent et qui ça aligne les pratiques turques sur les pratiques européennes. Ça rapproche la Turquie de l'Europe, ça sans aucun doute. Ça n'empêche pas la Turquie d'aller plus vers l'Est. L'Est, c'est aussi l'Asie centrale. Et sur le plan politique, ça pose un vrai dilemme. C'est-à-dire la Turquie, elle doit venir vers l'Europe ou aller vers l'Asie centrale. Et donc le problème se pose quand même. Je crois pas qu'il y ait forcément une Turquie qui se retourne vers l'Est ou vers l'Asie centrale. C'est un vieux fantasme du panturquisme aussi, que de chaque gouvernement, que ça soit les kémalistes, les nationalistes, et aujourd'hui l'AKP, il y a toujours eu ce vieux fond de nationalisme turc qui fait qu'on se retourne vers Gengis Khan et vers la steppe pour regarder son avenir. Mais sans doute, mais la réalité de la Turquie ne correspond pas à ça. La Turquie fait 50% de son commerce extérieur avec les pays de l'Union européenne, et même s'ils ont voulu à un moment rééquilibrer un petit peu cette balance commerciale ces dernières années, ça n'a pas été possible. Les révolutions dans le monde arabe, l'instabilité politique qu'il y a dans la région, les ont coupés d'un certain nombre de marchés au Moyen-Orient. L'Asie centrale reste un terrain compliqué. Il y a des relations beaucoup plus difficiles qu'il n'y paraît avec certains de ces pays. Avec la Russie et avec la Chine, il y a évidemment des oppositions stratégiques. La Turquie reste un pays de l'OTAN et allié de Washington. Donc tout ça, ce sont des réalités qui guident la Turquie dans une certaine direction. Donc je crois que penser que la Turquie ne regarde plus vers l'ouest mais se retourne de l'autre côté, c'est un vieux fantasme de certains nationalistes turcs, mais ça ne correspond pas trop à la réalité. Alors, le monde arabe, vous l'avez évoqué, on s'attendait, d'ailleurs on voyait comment ce grand rêve il faut le reconnaître, Ahmet Davutoğlu, il a eu cette grande ambition pour la Turquie dans un élan expansionniste, une audace néo-ottomane. Il faut pour simplifier un petit peu les choses, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais en tout cas, la Turquie avait les moyens de cette ambition, aussi bien stratégiquement, géographiquement, sur le plan de sa croissance économique, et finalement le charisme du leader. Ça, il faut le reconnaître aussi. Mais au final, on s'aperçoit que ce rêve s'est planté. En fait, il s'est brisé sur les printemps arabes. Cette politique était possible et avait engrangé certains succès tant qu'il y avait un statu quo dans la région. Effectivement, aujourd'hui, la Turquie et Erdogan sont très anti-Bachar el-Assad, mais c'est bien ce gouvernement qui s'est rapproché de la Syrie, qui était l'ennemi éternel de la Turquie, et l'amitié turco-syrienne était montrée en exemple justement comme une réussite de cette politique, de cette diplomatie qui était baptisée zéro problème avec les voisins. Et aujourd'hui, c'est que des problèmes avec les voisins. Voilà. Mais entre-temps, effectivement, il y a eu les printemps arabes et la Turquie la diplomatie turque a mené une politique, une diplomatie assez interventionniste dans ces pays. Alors justement, si nous prenons le cas de la Syrie, Guillaume Perrier, qu'est-ce qui a pris Erdogan à se mettre en colère contre Assad
et de vouloir le chasser du pouvoir. Est-ce que c'est c'est incompréhensible de penser que Bachar al-Assad ce régime syrien pourrait suivre l'exemple de Ben Ali, par exemple. Comment ne pas voir qu'il y a une solidité, il y a un appui politique de la part de la Russie et de la Chine et de l'Iran. Les calculs sont complètement différents. Comment peut-on se planter sur un schéma comme celui-ci ? Peut-être que la diplomatie de Monsieur Davutoglu a un petit peu surestimé sa propre puissance. Je crois qu'il y a eu un moment une Turquie qui a surestimé sa force dans la région et son influence. Je crois que c'est assez net. Ils ont construit quelque chose de très rapide en omettant quand même un certain nombre de faits historiques. Les rapports entre la Syrie et la Turquie sont évidemment marqués par l'occupation turque au Proche-Orient et par des relations souvent très compliquées. Alors c'est vrai que c'était vu déjà à l'époque du rapprochement avec le régime de Bachar al-Assad, c'était vu par certains analystes comme une alliance contre nature qui ne pourrait pas tenir dans la durée. Donc il y avait quand même des gens qui connaissaient un petit peu la région qui alertaient sur ce fait. Mais tant qu'il n'y avait pas le printemps arabe, ça pourrait continuer. Il y avait des... Oui, mais idéologiquement, c'était tellement le grand écart entre un régime effectivement néo-islamiste inspiré par les frères musulmans et de l'autre côté une dictature laïque, alaouite. Oui, mais la même dictature alaouite, laïque était les alliés des religieux iraniens chiites. Donc chiite, mais la Turquie est une puissance sunnite et là on a affaire à la division la plus profonde qu'il puisse y avoir dans cette région aujourd'hui. Donc on a surtout face à cette situation en Syrie, la Turquie a et c'est là son erreur à mon avis, a mené une diplomatie confessionnelle dans la région. C'est-à-dire qu'elle a défendu ses intérêts à l'aune de questions avant tout religieuses et communautaires. Ça a été vrai aussi en Égypte où elle a complètement soutenu les frères musulmans et Monsieur Morsi. Donc cette politique-là a été un échec pour la Turquie parce qu'elle lui a fait perdre son rôle d'intermédiaire, de pont. On se souvient qu'en 2007, c'est pas très vieux, à Istanbul, Monsieur Davutoglu recevait des délégations à la fois syriennes et israéliennes pour les faire négocier sur le Golan et essayer de créer les conditions d'un dialogue. 6 ans plus tard, la Turquie est fâchée à la fois avec Israël et avec la Syrie et n'est plus du tout en mesure de résoudre quoi que ce soit dans la région. Donc il y a de ce point de vue un échec total de la diplomatie. Alors, Laure Marchand, est-ce que les Turcs sont anti-Bachar al-Assad ? C'est une question qui se pose parce que est-ce que le rapprochement, non, mais vous avez parlé des Alévis en Syrie, vous l'avez dit, ils n'ont rien à voir avec les Alévis ou les Alaouites de Syrie. Donc, est-ce que les Alévites de Turquie, quand même, ont un penchant vers le régime syrien ? Vers le régime syrien, non, je ne pense pas. Ou les Alaouites de Syrie. Alors oui, en revanche, ils ont un penchant envers une minorité et donc ça, effectivement, il y a une peur chez les Alévis aujourd'hui d'être victimes encore davantage de discrimination d'un pouvoir sunnite. Mais il n'y a pas de sympathie, en général, pas de sympathie particulière pour Bachar al-Assad qui est perçu comme étant un dictateur. Mais il y a une vraie peur chez les Alévis de Turquie d'être victimes de cette déstabilisation régionale. Et par exemple, quand ils évoquent la question des djihadistes qui sont présents en Syrie et qui transitent par le territoire turc, ils ont peur qu'un jour ça se retourne contre eux. Et ça, c'est très c'est très présent. Et donc là, il y a un fort reproche contre la politique, justement, du gouvernement qui est mené en Syrie. Alors, effectivement, l'État turc ne reconnaît pas avoir quelconque relation avec ces forces rebelles, surtout les plus extrémistes, mais on nous dit ici et là que ces rebelles sont armés ou bien par certains pays arabes, ou bien par la Turquie. En tout cas, il y a une aide logistique, matérielle, voire financière, voire d'entraînement, voire il y a des Turcs ou des Tchétchènes qui passent. Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les relations de la Turquie avec cette opposition
si on peut l'appeler opposition. Oui, alors c'est un fait. Alors la Turquie a des relations avec tous les groupes d'opposition. L'opposition n'est pas composée que de djihadistes, c'est quand même une minorité. Il faut pas non plus grossir le problème. Et la Turquie n'a pas de relation uniquement avec les djihadistes. Elle a des relations avec l'opposition, l'armée syrienne libre, qui est quand même plus présentable a priori. Et qui est représentée à Istanbul. Et qui est représentée à Istanbul, à travers la coalition nationale. A des problèmes avec le rebelle djihadiste. Voilà, il y a des luttes internes effectivement à cette rébellion. Alors effectivement, la Turquie a soutenu les groupes djihadistes. Je crois qu'aujourd'hui c'est avéré, c'est un fait, même si elle le nie. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de l'affirmer. Il y a une aide logistique, financière, qui est passée par la frontière turque. Il y a un fait qui est assez intéressant, c'est que les Américains, par exemple, ces derniers mois, ont cessé de livrer des armes à l'opposition syrienne via la frontière turque, parce qu'elle se retrouvait souvent dans les mauvaises mains. Et donc maintenant, cette aide passe par la Jordanie. Donc ça montre que la Turquie a effectivement eu, pour le moins, une certaine ambiguïté avec certains groupes djihadistes, pour une raison très simple, c'est que sur le terrain, ce sont souvent les groupes les mieux organisés, les plus forts, et donc les plus à même de conduire à un renversement du régime de Bachar al-Assad, ce qui reste l'objectif de la diplomatie turque en Syrie. Guillaume Perrier, Laure Marchand, merci d'avoir été avec nous ce matin dans ce Cartes sur table sur IPFM. Je rappelle que Laure Marchand, vous êtes la correspondante du Figaro à Istanbul, en Turquie, et Guillaume Perrier, le correspondant du Monde. Je rappelle aussi votre livre, La Turquie et le fantôme arménien, chez Actes Sud, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, qui est paru au mois de mars, et que vraiment, très sincèrement, je considère que c'est un livre qu'il faut acheter et offrir, parce que ça ouvre les yeux sur pas mal de problématiques liées non seulement à la question arménienne, mais aussi la société turque elle-même, comment elle était, comment elle est aujourd'hui, et comme ça on commence peut-être à comprendre quelques nuances de la vie turque, vis-à-vis surtout de ce fantôme arménien. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos auditeurs. Merci de nous avoir reçus. À la semaine prochaine. Au revoir.